On servit le café sur la terrasse qui domine la cour d'honneur et le jardin français du côté de la façade principale. Au milieu de la pelouse, la musique du régiment se mit à jouer et la foule des paysans et des soldats se répandit dans les allées du parc. Cependant, Nelly se souvenait de la promesse d'Arsène Lupin. À 3 heures, tout sera là, je m'y engage. À 3 heures. Et les aiguilles de la grande horloge qui ornait l'aile droite marquaient 2h40. Elle les regardait malgré elle à tout instant. Et elle regardait aussi Velmont qui se balançait paisiblement dans un confortable rocking-chair. 2h50, 2h55. Une sorte d'impatience mêlée d'angoisse étreignait la jeune fille. Était-il admissible que le miracle s'accomplît et qu'il s'accomplit à la minute fixée, alors que le château, la cour, la campagne étaient remplis de monde et qu'en ce moment même le procureur de la République et le juge d'instruction poursuivaient leur enquête? Et pourtant, Arsène Lupin avait promis avec une telle solennité. « Cela sera comme il l'a dit, » pensa-t-elle, impressionnée par tout ce qu'il y avait en cet homme d'énergie, d'autorité et de certitude. Et cela ne lui semblait plus un miracle, mais un événement naturel qui devait se produire par la force des choses. Une seconde, leurs regards se croisèrent. Elle rougit et détourna la tête. 3 heures. Le premier coup sonna. Le deuxième coup, le troisième. Horace Velmont tira sa montre, leva les yeux vers l'horloge, puis remit sa montre dans sa poche. Quelques secondes s'écoulèrent, et voici que la foule s'écarta autour de la pelouse, livrant passage à 2 voitures qui venaient de franchir la grille du parc, attelées l'une et l'autre de 2 chevaux. C'étaient de ces fourgons qui vont à la suite des régiments et qui portent les cantines des officiers et les sacs des soldats. Ils s'arrêtèrent devant le perron. Un sergent Fourier sauta de l'un des sièges et demanda M. Devanne. Devanne accourut et descendit les marches. Sous les bâches, il vit, soigneusement rangés, bien enveloppés, ses meubles, ses tableaux, ses objets d'art. Aux questions qu'on lui posa, le Fourier répondit en exhibant l'ordre qu'il avait reçu de l'adjudant de service et que cet adjudant avait pris le matin au rapport. Par cet ordre, la 2e compagnie du 4e bataillon devait pourvoir à ce que les objets mobiliers déposés au carrefour des Halleux, en forêt d'Arc, fussent portés à 3 heures à M. Georges Devanne, propriétaire du château de Thibermesnil. Signé le colonel Bovel. « Au carrefour, » ajouta le sergent, « tous trouvés prêts, alignés sur le gazon et sous la garde des passants. Ça m'a semblé drôle. Mais quoi ? L'ordre était catégorique ?» Un des officiers examina la signature. Elle était parfaitement imitée, mais fausse. La musique avait cessé de jouer. On vida les fourgons, on réintégra les meubles. Au milieu de cette agitation, Nelly resta seule à l'extrémité de la terrasse. Elle était grave et soucieuse, agitée de pensées confuses qu'elle ne cherchait pas à formuler. Soudain, elle aperçut Velmont qui s'approchait. Elle souhaita de l'éviter, mais l'angle de la balustrade qui borde la terrasse l'entourait de 2 côtés, et une ligne de grandes caisses d'arbustes, orangers, lauriers roses et bambous, ne lui laissait d'autre retraite que le chemin par où s'avançait le jeune homme. Elle ne bougea pas. Un rayon de soleil tremblait sur ses cheveux d'or, agités par les feuilles frêles d'un bambou. Quelqu'un prononça très bas « J'ai tenu ma promesse de cette nuit. »